il y a deux régulations que j'ai notées qui sont importantes, le DMA et le DSA. Si on n'y connaît rien, simplement, c'est quoi? Je te propose de commencer par le DSA parce que c'est la première par ordre chronologique. Alors, avant le DSA, je vais même te dire qu'il y a 3 législations importantes. Il y a le RGPD, le DSA et le DMA. Donc là, tu crois que je dis des lettres au hasard, mais bon, ça existe. Ça, c'est ce qui a été mis en place par l'Europe. C'est ce qui est déjà disponible. Pour réguler ce que font les grosses boîtes étrangères auprès des utilisateurs européens. Donc le RGPD, c'est la première loi, elle concerne tout le monde aujourd'hui, tous les sites, y compris un petit site. C'est-à-dire que toi, tu dois créer un site internet aujourd'hui, tu es obligé d'être soumis au RGPD. Ça veut dire règlement général sur la protection des données. Et l'idée avec le RGPD, c'est que toutes tes données gérées par un site, tu peux les consulter. Donc, si tu veux demander à Facebook, je veux savoir tout ce que vous savez sur moi, Facebook est obligé de t'envoyer un lien téléchargeable avec tous les documents qu'il a collectés sur toi, tous les messages que tu as envoyés, te donner des statistiques sur vous avez envoyé 55 000 messages, vous avez publié 70 fois. L'idée, c'est que tu puisses avoir une traçabilité de tes données et les grands groupes sont obligés de supprimer les données si tu le demandes. Elles peuvent pas dire je mets le compte en suspens pendant 30 jours et on verra après, on le garde sur un serveur. Là, si les données doivent être effacées, t'es obligé de les effacer. Donc ça, c'était le premier changement concret et c'est aussi le changement qui fait qu'on a les fameuses fenêtres à cookies qui sont assez insupportables, qui font partie des côtés noirs de l'Union européenne où on pense plus à la protection de la vie privée qu'à l'expérience utilisateur, mais ça, on va en revenir. Donc ça, c'est le RGPD, c'est la première loi en 2018. Après ça, l'Europe a commencé à se demander comment elle allait pouvoir réguler encore plus. Donc, il y a 2 lois qui ont été imaginées, le DSA et le DMA. D'accord. La première, ça veut dire Digital Services Act. Donc, en gros, c'est le règlement sur les services numériques. Et la deuxième, c'est Digital Markets Act. Et donc, c'est règlement sur les marchés numériques. Donc, un sur les produits physiques. C'est un peu l'idée. Et un sur toutes les applications. C'est pas que physique, parce que, par exemple, l'App Store est un marché. D'accord. C'est cette idée-là et un jour le PlayStation Store pourrait l'être. C'est des places de vente. C'est vraiment l'idée d'avoir des choses sur lesquelles on peut faire du commerce. Alors que Digital Services Act, donc c'est la première loi, donc elle date de 2023. Elle est allée encadrer les plateformes sociales. Donc en fait au début ça s'est attaqué à Facebook, à Twitter, à Snapchat, aussi à des sites un peu plus improbables comme Zalando. Tu vois, Zalando.com, ils vendent des chaussures. Et bah, c'est un des services les plus visités en Europe. Et donc, du coup, c'est un service qui devait se soumettre au DSA. Et donc, ces plateformes-là... Incroyable. Ah oui, et ça, parce que ça dépend du nombre d'utilisateurs. Au départ, ça dépend du nombre d'utilisateurs. En fait, ce qui a été fait avec le DSA, c'est qu'ils ont dit que c'était uniquement les services utilisés par 45 millions de personnes. Le 45 millions de personnes, il revient souvent, c'est pas pour rien. Par an? Je crois que c'est par mois, mais je suis pas sûr à 100%. L'idée, en fait, c'est qu'on ait 450 millions d'habitants dans l'Union européenne et 45 millions, c'est 10%. Donc, quand un service dépasse 10% d'utilisateurs européens, il est automatiquement mis sur un registre sur les lois. Donc, au début, le DSA, c'était uniquement pour les gros services. Et depuis 2024, je crois que c'est début 2024, c'est tous les services. Donc là même, tu veux créer, t'as un site où tu vends du merchandising sur ta chaîne, t'es obligé de te soumettre au DSA. Donc merci pour la passe. Ouais, tu vas pouvoir faire la petite promo. Le pass D. Je savais que t'avais ça. Les cookies sont mis en place d'ailleurs depuis là quelques semaines. J'ai communiqué avec la boîte aux US qui permet de mettre en ligne la plateforme I'mNot. Donc les cookies, ça y est, on vous propose qu'on les collecte ou pas. Alors officiellement j'en fais rien parce que je sais même pas comment où est-ce qu'ils sont répertoriés ou autre. On a vu aussi pas mal de réactions des personnes qui ont téléchargé déjà leurs données sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu me dis que tu l'as fait. Alors moi moi sur les données personnelles c'est pas que c'est pas vrai. Il y a des choses que je n'ai pas envie de partager. Mais pour te donner une idée de la dinguerie que j'ai pu faire, c'est télécharger toutes les données personnelles des plateformes, tout envoyer à ChatGPT, lui poser des questions. C'est trop bien. Là tu fais un cross de données. Ah, c'est rigolo. T'envoies toutes tes données perso depuis 20 ans. Tu donnes à ChatGPT, tu fais vas-y, régale-toi frère. Ça, c'est un débat, on en parlera avec Apple Intelligence, mais c'est un débat hyper intéressant sur est-ce que finalement on a vraiment envie de protéger nos données et est-ce que c'est... on va en parler, mais je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. J'aimerais pas que ces données soient visibles par des êtres humains. Je comprends. Par contre, que ces données-là soient visibles. Mais elles le sont indirectement parce que tu peux avoir des validateurs humains. Maintenant, si c'est un humain, est-ce que c'est moins problématique? Est-ce que c'est anonymisé aussi? Est-ce que, tu vois, je sais pas. Pas forcément. Je pense qu'on aura 10 milliards de questions. Moi, en tout cas, à mon sens, le futur de la technologie et de l'IA, on a vu déjà des produits avec des colliers qui t'enregistrent H24. On a déjà vu plein de technos. Pour moi, l'IA sera surpuissante quand je dirais
Tu te souviens, l'année dernière, ma mère, elle m'avait dit qu'elle avait trop envie de ça. C'était, je crois, pas loin de son anniv. C'était quoi déjà ? Ouais. Ah ben votre maman, elle avait trop envie d'avoir ce collier avec ce modèle. Pour moi, à partir de là, ça serait incroyable. Mais quand je pourrais faire ça, c'est incroyable. On en parlera quand on parlera d'Apple, mais ça fait partie des gros enjeux de l'IA. T'as d'un côté par exemple une marque comme Apple qui dit qu'elle veut encadrer l'IA dans le cloud de manière privée, anonyme, et d'autres des géants et des géants comme Google et OpenAI qui eux disent ok, donnez-nous toutes les données et on vous fait une fiche sur vous et on se rappelle de tout. Et finalement l'approche de Google et OpenAI est certainement beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissante. Mais en même temps, est-ce qu'elle va pas justement se perdre dans cette masse d'informations ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de vie privée ? Enfin, ça fait partie des gros enjeux technologiques. C'est un vrai sujet. C'est intéressant. J'ai beaucoup discuté aussi avec des cabinets d'avocats qui utilisent des intelligences artificielles fermées. Ouais, donc, c'est des logiciels installés dans leur ordinateur. L'ordinateur est déconnecté d'Internet et ils travaillent avec les IA aujourd'hui pour leur donner, je vous donne un exemple, mais j'en sais rien, 20 bouquins sur tel sujet. Et ensuite, ils vont questionner l'IA pour avoir des réponses beaucoup plus rapides plutôt que de lire les 20 bouquins pour chercher la solution eux-mêmes. Non, ok, méga intéressant. Donc, si on doit récapituler DMA, DSA, on a tout dit à peu près là-dessus. Non, non, je vais te non, on peut en faire 4 heures, évidemment. Je peux en faire 4 heures. Non, mais sur l'idée quand même, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde sur ces sujets, c'est de comprendre ce que change le DSA et ce que change le DMA. Donc, le DSA, je commence par, donc c'est la première loi, celle qui date de 2023. Elle s'attaque surtout aux réseaux sociaux. Donc, tu vois, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ils ont tous lancé quelque chose comme de par hasard l'année dernière en août. C'est les flux chronologiques. Ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas depuis des années, mais aujourd'hui, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, tu peux voir les posts par ordre de publication. Oui. C'est-à-dire que tu n'as pas d'algorithme. C'est pas l'algorithme qui choisit « je veux que tu vois ça parce que je sais que tu vas rester ». Et ça, c'est une obligation du DSA. C'est-à-dire que chaque réseau social, pour avoir le droit d'exister, est obligé de te proposer un flux qui désactive son algorithme. Ça, je savais pas que c'était le DSA. Tu l'as pas aux États-Unis. C'est-à-dire que tu vas aux États-Unis sur TikTok ou Instagram, c'est vrai. Tu vas pas avoir d'onglet. Ah bah ça, je les aime bien. Tu vas avoir, tu vois, ça fait partie des bonnes îles et de la même manière. Ça fait partie des points positifs pour moi parce que franchement, ça me fait chier de voir le chien d'une personne que je connais pas du tout juste parce que j'aime bien les chiens. Ouais. Parce qu'ils veulent que tu restes dans l'application. Exactement. Et pareil, pour les inciter à ne pas te donner des contenus clickbait qui vont te faire rester, ils sont dans l'obligation sur chaque post. Tu l'as sur Facebook, tu l'as sur Twitter. Tu as toujours un petit bouton à droite qui va permettre de dire pourquoi je vois cette publication. Et les plateformes ont l'obligation légale de te dire pourquoi elles t'ont ciblé. En l'occurrence, tu es une personne jeune, tu résides dans le sud de la France. Donc tu vois, ça fait partie des choses qui amènent plus de transparence dans les algorithmes. Donc ça, c'était un des gros volets du DSA. J'ajouterais que sur les algorithmes, ils ont donné l'interdiction de cibler les mineurs. Donc du coup, quelqu'un qui a 17 ans n'est pas censé avoir un Facebook ou un Twitter qui le vise avec de la publicité sur des choses en le connaissant. C'est-à-dire qu'un mineur, c'est forcément anonyme les données. Donc tu n'es pas censé pouvoir le cibler sur ce qu'il a regardé comme dessin animé ou comme il a regardé comme série ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est pas de publicité ciblée sur les mineurs. Ce qui est... Alors attends, c'est quoi la frontière entre la télé qui à 7h du mat après les zouzous t'affiche une publicité pour des jouets parce qu'on arrive à Noël? Ah, c'est pas de la publicité ciblée. Alors, il y a une différence entre la publicité ciblée et la publicité adressée à une communauté. C'est-à-dire que tu peux considérer que on fait des publicités pour des gens de 17 ans sans faire de la publicité ciblée. La publicité ciblée, c'est celle qui va se baser sur tu as cliqué sur quelque chose sur TikTok et donc du coup Instagram va te faire la publicité. Donc il y a de la publicité donc, quand même. Il y a toujours de la publicité, mais c'est pour un groupement de population. On ne fait pas de la publicité pour une personne parce qu'on ne veut pas collecter de données sur les mineurs. En gros, Facebook n'a pas le droit d'avoir un profil sur un mineur pour savoir tout ce qu'il aime. Ça, c'est pas possible. À ses 18 ans, par contre, ils peuvent se faire plaisir. Ça, il n'y a pas de souci. Ce qui n'est pas le cas aux US. Ce qui n'est pas le cas aux US où tu peux absolument tout collecter. Aux US, tu peux avoir des publicités politiques, tu peux avoir des publicités sur tout ce que tu veux. Un gun à 16 ans aussi. Tu peux avoir des publicités sur des armes, tu fais ce que tu veux. Et d'ailleurs, ça m'amène à un autre volet sur la publicité. Ils ont interdit les publicités sur la religion et sur l'orientation sexuelle. Donc, c'est-à-dire que dans l'Union européenne maintenant, tu n'as pas le droit de dire cette personne est musulmane, donc on va lui faire une publicité pour quelque chose de halal ou pour quelque chose de politique qui va l'intéresser particulièrement. Tu n'as pas le droit Facebook n'a pas le droit de dire Romain Laneri de telle religion, Romain Laneri de telle sexualité. Ils n'ont pas le droit de collecter ces données-là. Et est-ce que l'utilisateur a le droit de dire, parce que je pourrais, moi, en tant qu'utilisateur, préférer être ciblé avec des publicités qui me touchent plutôt qu'on m'affiche des trucs qui me touchent pas du tout. T'as pas cette possibilité-là. Tu peux toujours, tu vois, sur les sites de rencontres, sur plein de choses, tu peux toujours indiquer ta sexualité, ta religion, mais ça va pas être à des fins publicitaires. D'accord. C'est formellement interdit. Après, je te dis pas qu'ils le respectent. J'imagine que oui, mais en tout cas, légalement parlant, c'est pas possible.
Et enfin, j'ajoute le dernier volet, c'est la modération. Donc ça, c'est pas encore très efficace, mais que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Instagram, tu as maintenant un nouveau bouton signaler un post illégal dans l'Union européenne qui va te permettre non pas de signaler aux équipes de Twitter ou d'Instagram Monde, mais de signaler à des équipes dans chaque pays. Donc l'idée, c'est que Twitter est dans l'obligation légale d'avoir des modérateurs en Pologne, en Allemagne, en France, et que chaque modérateur est censé gérer les posts locaux. Le problème est que ça marche pas du tout, que l'Union européenne a déjà attaqué Twitter et lui demande de changer sa politique et que du coup Elon Musk menace de se retirer. Donc là-dessus, il y a encore un gros volet, mais tu es censé avoir une modération locale. Pareil sur les sites de vêtements. Donc toi, tu vends tes propres vêtements, donc il n'y a pas de souci. Mais tu prends un Zalando, tu prends un Amazon. S'ils décident de vendre des produits et que les produits sont des contrefaçons ou des faux, jusqu'à maintenant, Amazon pouvait te dire « Ah, mais c'est pas nous, c'est un vendeur tiers ». Là, la loi considère dans l'Union européenne qu'Amazon est responsable de ce qui en vente sur sa plateforme. Donc Amazon doit engager des modérateurs qui vont visiter les ateliers des gens et vérifier que ces gens-là existent et que c'est pas du faux. Donc pareil, encore une fois, réalité et théorie, c'est pas la même chose. Est-ce qu'on a vraiment éliminé les contrefaçons? J'en suis pas sûr. Mais en tout cas, légalement parlant, Amazon est responsable. Donc ça, c'est le DSA. Trop intéressant. Ça fait je suis beaucoup. Trop content que tu sois avec nous. Vraiment, moi, je me régale. Pour une fois, je ferme ma gueule. Ça leur fait du bien à tous, à mon avis. Non, bah écoute, j'espère qu'ils en ont pas marre, surtout d'entendre tu sais, un volet. Il y a deux choses que je vois. Il y a de plus en plus de viewers sur les plateformes et il y a de moins en moins de commentaires. Donc ça veut dire que le sujet est putain intéressant. C'est comme quand t'es au restaurant et que tu fermes ta gueule et que tu manges tranquille. J'ai plus que le volet DMA qui est un petit peu chiant à raconter et après c'est intéressant pour on pourra débattre plus profondément. C'est au-delà de juste je sais que j'aime bien les débats un peu de comptoir en train de se dire qu'est-ce qui va pas se faire demain, qu'est-ce qui machin, qu'est-ce qu'on peut imaginer et tout ça un peu j'ai reperdu le mot, je te l'ai dit en plus en off tout à l'heure, c'était quoi? C'était j'ai oublié le mot que t'avais dit. C'était faire grossir, tu sais, extrapoler. Merci, c'est ça. Je sais pas pourquoi il veut pas ce soir ce mot-là. Mais à la fin, c'est intéressant, je trouve, de comprendre en détail. Enfin, moi, il y a toujours eu un challenge, c'était de me dire, plus je comprends en détail, plus je vais savoir l'expliquer simplement. Ouais, bien sûr. Moins tu comprends les choses en détail, moins c'est facile de l'expliquer simplement. Et c'est ce que je trouve cool, surtout de prendre le temps. Génial, le sujet est super intéressant, incroyable, c'est un peu vrai, trop bien. Bah, merci en tout ça cas. fait plaisir, merci. C'est cool d'avoir mais je suis d'accord avec toi. On a un format, alors on l'appelle pas comme ça en vrai sur Numérama, mais on l'appelle entre guillemets Nico Décode. C'est vraiment le nom de code. hommage à Hugo, etc. C'est vraiment un nom de geek dedans, quand même. C'est vraiment le nom de geek. Et en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est on prend une actu compliquée, genre c'est le cas, c'est les vidéos DMA, les vidéos DSA, etc. On l'a fait sur d'autres sujets, genre les RCS, plein de choses. Tu prends un sujet compliqué que les gens ne comprennent pas, et en 5 minutes, j'essaye de l'expliquer de manière hyper simple, en y allant un peu en entonnoir. Enfin, que tu commences par l'actu, et petit à petit, t'élargis aux choses qui existent. Et là où je te rejoins, c'est qu'en fait, si tu connais un sujet de manière hyper complexe, hyper technique, bah étrangement, c'est hyper facile de le résumer et d'arriver à l'expliquer simplement, petit à petit, avec un plan, alors que si tu connais pas bien le truc, souvent tu t'embrouilles, tu te perds, et ça m'arrive évidemment sur plein de sujets. Donc là, c'est des trucs que je connais pas mal. En tout cas, même si vous appréciez aussi le format podcast, puisque ce sujet sera disponible en podcast sur le podcast Romain Laneri. Maintenant, on met tous les meilleurs contenus qui sont dispo là sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Spotify. Je compte sur vous en masse. Je sais que très peu prennent le temps de le faire, mais juste notez le podcast. Ça nous permet de vraiment mieux référencer le podcast, le faire découvrir à plus de monde. Si vous trouvez ces sujets pertinents et que vous vous dites que le monde irait peut-être mieux si les gens étaient moins cons que la veille en écoutant de plus en plus de contenu comme ça avec des gens méga intéressants, n'hésitez pas à le faire. Merci en tout cas de nous aider sur tous ces contenus-là à chaque fois qu'on vous propose. Le DMA, du coup, donc Digital Markets Act. Alors là, c'est le plus gros. Et moi, je trouve que c'est le plus cool en vrai. C'est à la fois celui qui est hyper problématique parce qu'il fait plein de choses qui m'énervent. Exemple concret, quand vous tapez une adresse dans Google aujourd'hui, avant vous aviez le petit module Google Maps et vous pouviez cliquer dessus et voir la carte. C'est plus le cas. C'est un enfer. Ça me rend fou. Et bah ça, c'est l'Union européenne, c'est le DMA. C'est l'idée derrière le DMA, c'est de dire que Google et Apple soient puissants n'est pas un problème, mais que Google et Apple fassent rayonner leurs propres produits dans leurs autres produits, c'est un problème. Bon, est-ce que je suis d'accord avec ça? Pas forcément, mais on va pouvoir en débattre. Mais l'idée, c'est que, une nouvelle fois, on prend tous les services qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs. Pour le coup, le DMA n'a pas vocation à s'élargir à tout le web, parce que c'est compliqué à mettre en place, qu'il faut des centaines d'avocats, qu'il faut des centaines d'employés. Donc en gros, on va cibler que les entreprises qui sont multimilliardaires et qui peuvent se permettre d'aller sur ces terrains-là. Ça veut quand même dire que si demain je suis multimilliardaire et qu'il y a 45 millions de personnes qui me regardent, je ne pourrais pas afficher que I'm Not sur YouTube, en gros.
Réfléchis à comment ça pourrait s'étendre à toi. Je pense que si tu avais une application iMnote, ça marcherait. Tu pourrais faire ce que tu veux. Mais si tu avais une application Romain Laneri pour suivre tes contenus, faire de la promotion pour iMnote serait pas possible. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça, mais si on devait le vulgariser, c'est comme ça qu'on pourrait le résumer. C'est-à-dire que tu dois séparer tes activités de youtubeur et tes activités de vêtements. Parce que c'est pas la même chose et parce que tu ne peux pas utiliser ton audience qui vient te voir pour tes vidéos pour vendre des vêtements. Bon, c'est comme ça que l'Union européenne le verrait. On le saura bientôt de toute façon. Les 45 millions. Continuez de vous abonner en masse et ça peut le et faire. Partager, vraiment, ça peut le faire. Peut-être que d'ici quelques mois, je te recontacte et on voit ce qu'on fait avec l'Union européenne. Allez, on fait ça. Je te conseillerais comme je peux. Donc du coup, bon, ça concerne les grosses plateformes. Ça va concerner les systèmes d'exploitation. Donc ça va concerner iOS, Android, Windows. Ce qui est marrant, c'est que ça force les grands groupes à nous donner de la transparence sur leurs chiffres. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on savait pas combien il y avait de gens qui achetaient d'iPhone, d'iPad. Et tu vois, par exemple, l'iPhone est à 101 millions d'utilisateurs. Donc, c'est plus du double du quota. C'est-à-dire que tu as 22% des utilisateurs de l'Union européenne qui ont un iPhone. Immense. Ça, c'est quand même assez fou en termes de succès. Par contre, tous les autres OS d'Apple, que ce soit macOS, iPadOS, tvOS, tout ça, l'Apple Watch, c'est des chiffres dérisoires. C'est-à-dire que ça pèse absolument rien sur le marché. Je crois que l'iPad, c'est 10 millions, donc c'est 4,5 fois moins que le seuil nécessaire. Et c'est pas par produit, c'est par catégorie de produits. Apple Watch, c'est toutes les Apple Watch. Oui, c'est le système, le système qui compte. Okay. Donc c'est WatchOS qui va déterminer le truc. Par contre, tu vois, là où c'est intéressant, c'est que du coup, Apple n'a déclaré que l'iPhone. Donc pendant les 6 premiers mois du DMA, il y avait que l'iPhone qui était concerné par le DMA. Et l'Union européenne a ouvert une enquête en disant non, alors ils mettent l'iPhone, mais pour nous, l'iPad et l'iPhone, c'est la même chose parce que les développeurs qu'on a interviewés nous disent que c'est le même fondement pour développer une application. Donc du coup, ils ont considéré que l'iPad était aussi un gatekeeper malgré le fait de pas être à 45 millions. T'appelles ça comment pour ceux qui connaissent? Alors oui, ça s'appelle un gatekeeper. Comment tu pourrais le traduire? Contrôleur d'accès. Ouais. Donc l'idée, c'est ces grands groupes qui contrôlent nos vies numériques. Donc Apple, Facebook, Google sont des groupes qui, nos vies numériques dépendent de leurs services. Donc si aujourd'hui je veux contacter mes proches, je veux faire un appel vidéo, je veux aller acheter des trucs en ligne, je veux regarder un live actuellement sur YouTube ou sur Twitch, je suis dépendant d'Amazon, de Google, de YouTube, de Microsoft. Donc ça, c'est des gatekeepers. Donc les gatekeepers sont ceux ciblés par le DMA. Donc du coup, j'en ai noté quelques-uns. T'as iOS, t'as Android, t'as Windows, et après t'as des applications. Facebook, par exemple, avec son Facebook Marketplace où ils vendent des choses, c'est un gatekeeper parce que t'as plus de 45 millions de personnes qui vont acheter des choses sur Facebook ou qui sont déjà cliqués sur cet onglet. Du coup, le service doit être dissocié de Facebook techniquement. Tu prends les magasins d'applications. Aujourd'hui, tu n'as pas d'autre choix sur iPhone que passer par l'App Store. Donc, l'App Store est un gatekeeper parce qu'il y a plus de 45 millions de personnes qui téléchargent des applications sur l'App Store. Donc, ça fait que l'App Store en tant que tel n'est pas possible parce que c'est un monopole et que les monopoles sont obligés d'avoir de la concurrence dans l'Union européenne. Sur les applications de messagerie aussi, t'en as deux en gros qui terrassent tout, c'est WhatsApp et Messenger. L'Union européenne considère que WhatsApp et Messenger sont tellement puissants que si demain, toi, tu voulais lancer Romain Chat sur une application de messagerie, t'as aucune chance. Je suis désolé de te le dire, t'as quasiment aucune chance parce que les gens sont habitués à WhatsApp et Messenger. Donc l'Union européenne, elle dit à WhatsApp et à Messenger qu'il faut qu'ils ouvrent leur code pour permettre à n'importe quel développeur de lancer une application qui permet d'envoyer des messages dans WhatsApp et de recevoir des messages dans l'autre sens. Quoi ? Ouais, c'est pas encore déployé, mais c'est en cours de déploiement. Parce que Meta prétend que ça prend du temps et que c'est pas facile à mettre en place. Mais l'idée étant que une plateforme qui est trop utilisée ne peut plus être un monopole. Mais Facebook Messenger n'a plus le droit de ne fonctionner qu'avec Facebook Messenger. L'App Store n'a plus le droit d'être le seul endroit pour télécharger une application. iOS n'a pas le droit de t'imposer Safari, de t'imposer Apple Music ou quoi que ce soit. Il doit forcément s'ouvrir à la concurrence. Et donc, c'est compliqué parce que tu sais jamais où mettre la limite, parce qu'il y a plein d'exemples qui sont pas couverts par le DMA. L'exemple le plus courant, c'est les consoles de jeux vidéo. Je vois beaucoup de gens dire, à juste titre, que c'est bizarre d'embêter Apple avec l'App Store, alors que Sony peut vendre des jeux 80 € sur le PlayStation Store et qu'il n'y a pas de concurrence. Mais à terme, on peut imaginer que la PlayStation soit aussi concernée. Il y a plein de possibilités pour développer le DMA. Moi, il y a un truc quand même que je trouve ouf, mais c'est peut-être parce que c'est encore mon petit côté égoïste, riche. T'es Apple, tu te fais chier pendant 20 ans, tu crées un putain de produit. T'investis en marketing comme jamais. Tu fais des trucs de folie à travers le monde. Tu deviens le premier produit utilisé. Tu crées une incroyable plateforme pour avoir
plein d'applications, et notamment les premières fois où on installe vraiment des applications, c'était avec l'App Store à l'époque, je me souviens, c'était dingue. Tu te fais chier à faire tout ça. Et à la fin, on te dit, bon, c'est super, maintenant que t'es là-haut et que t'as ta Valo qui est là, bon, en fait, on prend tout ce que t'as construit et puis on va le donner comme ça, gratos, grâce aux lois, à un petit là qui vient de démarrer son app, qui lui fera jamais rien de tout ce que t'as fait. Par contre, il aura les mêmes chances que toi, en fait, pour vendre son produit. Et ça, je trouve ça dingue. Alors, je comprends l'autre sens. Je comprends le fait que si tu fais pas ça, en fait, Apple restera toujours de plus en plus gros. Exactement. Et les autres resteront toujours de plus en plus gros. Et en fait, on est tous morts. C'est ce que j'allais te dire, c'est que d'un côté il y a un côté injuste, mais de l'autre c'est parce qu'ils sont devenus géants qu'aujourd'hui ils écrasent tout sur leur passage, et que, enfin tu vois, même un groupe comme Spotify, ça fait des années qu'ils se battent contre Apple, contre la taxe des 30%, contre le fait qu'Apple Music soit préinstallé sur les iPhones et pas eux, et que ça fonctionne pas. C'est-à-dire que même un Spotify n'est pas assez grand face à Apple, et qu'Apple l'écrase, ne le respecte pas, et que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est ce genre de loi est là pour équilibrer. Le problème c'est que dans l'équilibrage, parfois il y a un problème de compréhension, il n'y a pas tout qui fonctionne très bien. J'ai vu... Le communisme européen, le côté monégasque de Romain qui ressort. Il y a une forme... Bon, je je vais pas dire que l'Union européenne est communiste, je vais pas m'engager sur ce terrain-là, mais il y a une forme... En fait, il y a une forme de vision européenne qui consiste à dire que quand une plateforme dépasse ce fameux seuil des 45 millions d'utilisateurs, elle devient si grosse qu'elle a dépassé l'entreprise. Donc aujourd'hui, pour l'Union européenne, l'iPhone est un produit si gros que c'est devenu un produit qui est limite tombé dans le domaine public, et que du coup, une entreprise seule, qui plus est une entreprise américaine, multinationale, ne devrait pas avoir le contrôle total sur l'iPhone. Et c'est sûr que c'est intéressant, ça crée des débats. Moi, je peux pas te dire que l'Union européenne a raison, je peux pas te dire qu'elle a complètement tort non plus, mais ce qui est certain, c'est que tu as raison quand tu dis que Apple a créé quelque chose de phénoménal et que là, on lui vole son succès d'une certaine manière. Mais de l'autre, il est vrai que quand tu vois l'iPhone, quand tu vois Windows, quand tu vois macOS, tu vois que c'est des trucs qui sont tellement devenus indispensables au quotidien, qu'on utilise tout le temps, que si on laissait vraiment Apple tout décider, ça veut dire que Apple a plus de puissance que les États, parce que c'est Apple qui décide de on lance tel service, on lance pas tel service, et c'est problématique aussi d'un point de vue politique. Et c'est là où je suis pas cohérent, parce que je suis capable de te dire que je comprends les lois anticoncurrentielles. Je comprends très bien qu'LVMH ne puisse pas racheter toutes les marques de la Terre. Absolument. Parce qu'en fait, sinon, demain, nous, en tant que consommateurs, on va complètement être biaisés. Tous les prix seront uniformes. Il y aura comment ils appellent ça, c'est de l'autoconcurrence au sein du même groupe. Ça a été le cas sur les opérateurs pendant longtemps aussi, où tu avais, avant ce qui a motivé l'arrivée de Free Mobile, c'était le fait qu'il avait été prouvé que Orange, Free et SFR avaient des réunions secrètes dans lesquelles ils s'arrangeaient sur les prix. Donc, ils se mettaient d'accord pour dire que le tarif du SMS, que le tarif du pas méga... Free, t'as dit Free, t'as dit Orange, SFR et Bouygues. Orange, SFR et Bouygues se mettaient d'accord ensemble, disaient voilà, à l'étranger, on dépassera pas ce seuil. Au niveau d'Internet, personne ne fait un forfait avec plus de 5 gigas. Enfin, il y avait des accords, des alliances, ce qui fait que peu importe où t'allais, t'étais obligé de payer le même prix. Donc, c'est ce qui a motivé l'État à l'époque à dire ok, on ouvre une 4e licence. Et en plus, c'est tombé sur Free qui a absolument tout cassé. Et c'est la preuve que la concurrence peut faire du bien. Et je suis à peu près convaincu que ça va faire du bien. Franchement, je trouve que les choses qui ont été faites sur iPhone, notamment depuis quelques mois, vont plutôt dans le bon sens. Le truc, c'est à quel moment tu vas trop loin et à quel moment tu fais quelque chose qui casse le produit.